publics qu'on identifie en situation de vulnérabilité. Donc, très concrètement, ça peut être des jeunes décrochés scolairement ou professionnellement, ça peut être des chômeurs de longue durée, ça peut être l'intervention par le sport en prison, ça peut être l'usage du sport auprès des publics sous main de justice, des mineurs qui sont dans des parcours généralement de délinquance. Ça peut être l'usage du sport à propos des questions de violence ou d'inégalité de genre. Ça peut être l'accueil des migrants ou des demandeurs d'asile par le sport. Bref, je vous donne d'un coup beaucoup d'exemples. Ça concerne à la fois mes travaux de recherche, mais ça concerne donc aussi le master. Et tous ces usages du sport auprès de ces différents publics et dans ces différents contextes institutionnels dessinent aujourd'hui un vrai secteur professionnel qu'on appelle bien souvent le sociosport. Et donc, c'est ce à quoi destine le master. Plus précisément encore, le master forme des professionnels capables de concevoir, de développer, de mettre en œuvre et de conduire des programmes sociosportifs ou des politiques à dimension sociale ou éducative autour du sport. Voilà, donc je pourrais revenir peut-être sur les voies de sortie professionnelle un peu plus précisément. Mais voilà, en gros, quel est le périmètre du master? Disons, pour synthétiser, le développement et la mise en œuvre de programmes qui mobilisent le sport à destination de publics en situation de vulnérabilité. Voilà. Alors, sur les compétences, bon, bah, j'ai commencé à en parler, mais ce sont à la fois des compétences qui renvoient à la connaissance des contextes institutionnels. La plupart du temps, les programmes ou les dispositifs dont on parle se font en partenariat avec des institutions d'autres secteurs. Donc ça peut être des institutions du travail social, ça peut être des institutions qui relèvent de la santé, ça peut être avec l'institution scolaire, ça peut être avec le monde de l'emploi et donc les institutions relatives à l'emploi. Donc l'une des compétences tient dans une connaissance minimale de ces différents secteurs, parce que bien souvent, l'usage du sport à destination de ces publics se fait de façon transversale à ces différents secteurs. Euh, et en termes de, comment dire, de compétences par ailleurs, je vais un petit peu dans le désordre, mais il y a la compétence qui consiste à mobiliser les outils de la recherche pour évaluer ces programmes, ces dispositifs. L'évaluation et des politiques publiques, mais aussi des dispositifs privés, est de plus en plus incontournable. Et donc, c'est tout un, disons, un champ professionnel et un ensemble d'opportunités d'ailleurs de recrutement et d'insertion des étudiants du master autour de la compétence de l'évaluation par les outils et la démarche de la recherche. Donc ça, c'en est une autre. Évidemment, la compétence centrale, c'est celle qui consiste à tenir compte de toutes les connaissances scientifiques, mais aussi des interventions des professionnels, on va y revenir, pour concevoir en fait des dispositifs, imaginer quels sont les usages du sport qui peuvent s'avérer intéressants pour les publics. Alors évidemment, on ne va pas concevoir le même cycle ou le même programme d'intervention sportive si on a affaire à des hommes détenus en contexte carcéral que si on a affaire à des femmes ayant vécu des violences sexuelles ou sexistes. Et ce sera encore différent auprès, par exemple, de chômeurs de longue durée à qui on propose de se remobiliser pour une insertion professionnelle grâce aux activités physiques et sportives. Voilà, c'est quelques exemples, mais évidemment, l'idée, c'est de savoir articuler des conditions de pratique sportive, des usages du sport à des objectifs qui concernent des publics très différents. Donc ça, c'est sans Ok. doute la compétence centrale. Voilà. Et du coup, D'autres... oui, oui, non, si oui, tu avais fini sur les compétences, c'était juste pour oui. demander à Corentin, peut-être, et à comment Angélique, par rapport à tout ce qui est dit sur ces compétences, justement, vous, pourquoi vous avez, ben, d'où venez-vous déjà? Et d'ailleurs, peut-être que dans le chat, vous pourriez nous dire d'où vous venez, quelle formation vous avez, parce que c'est vrai que c'est un master qui accueille quand même un public hyper diversifié.
Corentin, Angélique, vous, pourquoi vous avez choisi ce master-là par rapport à ce qui vient d'être dit, justement? Je vous laisse. Mince. Excuse-moi, Corentin, j'ai voulu couper mon son, j'ai cru le dire. Vous m'entendez bien ou pas? Oui, ça y est. C'est juste que Florence a coupé ton son pendant 2-3 secondes. C'est pas très grave, mais vas-y, on t'entend maintenant. Ok. Du coup, moi, je suis Corentin, je suis étudiant en deuxième année de master. J'ai fait une licence STAPS, donc moi, je suis éducateur socio-sportif avant d'être dans le master socio-sport. Et pour tout ce qui est les au départ, j'étais animateur jeunesse, donc je fais un DST animation, donc rien à voir avec finalement la licence STAPS de départ. Ça m'a pas empêché de faire du socio-sport parce que c'est une réalité d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis actuellement en stage à Brest Insertion Sport. Où on fait du socio-sport dans tous les domaines, avec les personnes immigrées, les personnes en protection judiciaire de la jeunesse. Et je pense que ce matin, on était en formation sur comment on se positionne sur les questions d'insertion socio-professionnelle dans le champ du socio-sport avec l'évolution de la loi de travail. Moi, ce que je pense ce qui est intéressant dans ce master, c'est que ça permet de conceptualiser tout un champ qui est en pleine évolution, qui est en pleine mutation, et que derrière, le fait d'être en capacité d'adapter des projets à à des publics en situation de vulnérabilité, ça permet d'avoir un vrai sens dans ce qu'on fait. Typiquement, là, ça nous arrive d'intervenir avec des personnes, notamment en clinique où on va pouvoir prendre en considération toute l'histoire de vie de la personne et on est amené assez à réfléchir là actuellement sur comment les compétences dans le champ du sport peuvent se transverser dans le milieu professionnel. Enfin, qu'est-ce qui crée entre guillemets la condition? Et du coup, tout l'aspect recherche en fait est intéressant parce que elle permet de développer des nouvelles idées. Donc moi, c'est ce que j'en retire. Après, je pense que c'est un métier, c'est un master dans lequel il faut se créer ses débouchés. Et il y a autant le champ du socio-sport, on peut aller. Il y en a qui sont intéressés par des postes de directeur des sports. Enfin, je veux dire, à un moment, je pense qu'il faut juste savoir. Parce que quand on trouve ce qu'on veut, en fait, on peut se professionnaliser derrière, quoi. Faut pas s'interdire. Même dans l'entrepreneuriat, ça peut être un champ, je pense. Donc, il y a pas de limite à se mettre, quoi. Ok, merci beaucoup pour ce petit témoignage, Corentin. François, je suis désolée, je l'ai coupé tout à l'heure par rapport aux compétences ou c'est ok Non, pour... non, non, Bon, je non, sais non, je pas, pense Ouais. mais que Désolée, non, non, Corentin. pour ma part, c'était déjà complet. Je Ouais, pense que c'était... s'il y a d'autres questions là-dessus, on pourra préciser, Ouais, je ne mais sais non, pas si vous avez des questions là-dessus. j'avais fait le tour. Et du coup, peut-être nous parler de la formation en elle-même, savoir un peu comment elle est organisée et quels sont les enseignements en fait qu'on y Ouais, trouve. ouais. Alors, on a, euh, on a disons trois volets. Il y a un premier volet de cours, j'allais dire assez classique, mais pas tant que ça sur la forme, on y reviendra. Mais classique au sens où ce sont des enseignants-chercheurs qui interviennent. C'est essentiellement des enseignants-chercheurs qui sont du laboratoire VIPS et dont les travaux portent sur les enjeux du master. Donc, c'est une spécificité rennaise hein, que d'avoir ce master disque. Voilà, en France, c'est le seul pour l'instant et depuis quelques années. Et si c'est possible, c'est notamment parce qu'il y a un laboratoire qui développe des travaux de recherche depuis plusieurs années sur ces questions. On a des sociologues, des psychosociologues et des historiens qui s'intéressent globalement, disons, à l'éducation par le sport, pas seulement à l'école, mais dans tous les contextes institutionnels et sur tous les publics qu'on a cités. Donc, il y a environ, sur l'ensemble des cours, la moitié qui sont dispensés par des enseignants-chercheurs et qui, pour la plupart, rendent compte de leurs travaux de recherche en essayant bien sûr de les adapter aux préoccupations de formation professionnelle des étudiants. Euh, voilà, alors ça c'est sur des thématiques que j'ai déjà évoquées, mais par exemple sport et inégalité de genre, sport et accompagnement judiciaire des jeunes délinquants,
euh, l'histoire des fédérations sportives dites affinitaires. Alors là, peut-être que je rentre un peu dans des détails, mais ce sont des fédérations qui développent beaucoup les programmes, les dispositifs dits socio-sportifs à destination de publics en situation difficile. Voilà, donc ce sont des cours sur des thématiques de recherche, mais qui en même temps renseignent les étudiants sur tout ce secteur, sur la manière dont ils s'organisent, sur les pratiques qui existent, etc. Euh, voilà pour la moitié des cours donc dispensés par les anciens chercheurs. Et il y a deuxième volet, disons, une autre moitié de cours ou d'interventions qui sont faites par des professionnels de ce secteur. Ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Ce sont généralement des professionnels qui ont une place assez centrale dans le secteur. Ça peut être des responsables d'associations socio-sportives. Généralement, ce sont plutôt des responsables d'associations qui sont un peu historiques, très établis dans le secteur. Et alors, quand on pense à associations, parfois on imagine de petites structures, mais ça concerne des associations qui parfois ont entre 60, 70, voire plus salariés à temps plein, hein. Donc c'est parfois de grosses structures dans lesquelles on retrouve d'ailleurs pas mal d'anciens du Master Disc. Euh, Ça peut être aussi des responsables de collectivités territoriales, parce que l'une comment dire, des voies d'insertion, c'est aussi celle des chargés de mission sur, par exemple, la prévention des violences dans le sport ou par le sport, sur chargés de mission sur l'égalité d'accès aux pratiques sportives, par exemple pour les jeunes filles ou pour des publics éloignés du sport. Voilà, donc ça peut être aussi des chargés de mission autour du sport, du socio-sport, par exemple dans les conseils départementaux. Il se trouve que les conseils départementaux ont pour responsabilité de développer les politiques sociales, donc sur toutes les thématiques et tous les publics qu'on a évoqués. Et comme la question du sport auprès de ces publics est de plus en plus centrale, il y a beaucoup de départements qui non seulement développent des politiques en la matière, mais donc recrutent des gens compétents. Comme le master est pour l'instant le seul en France sur cette question-là, et ben il est aussi il constitue un vivier de recrues pour ces collectivités territoriales. On fait aussi intervenir des porteurs de programmes plutôt dans des ONG. Donc, ce sont de grosses associations, mais qui travaillent plutôt à l'international. Je ne l'ai pas dit, mais c'est l'une des thématiques aussi importantes du master, c'est tous ces usages du sport à vocation sociale, éducative et de développement, mais à l'international. Donc il y a beaucoup d'ONG, on appelle ça le Sport for Development, parce que ça existe beaucoup dans le milieu anglo-saxon, mais ça se développe en France. Et donc on fait intervenir aussi des responsables d'ONG qui expliquent leurs démarches, leurs actions, leurs dispositifs, comment ils fonctionnent, à la fois sur les aspects très fondamentaux, comment ils sont conçus, comment ils interviennent par le sport, mais aussi sur les aspects pratiques, sur les questions de montage des partenariats, sur les questions budgétaires, sur les questions de communication, etc., sur les questions d'évaluation aussi, qui est un enjeu très central. Donc voilà, on fait aussi intervenir des responsables d'institutions internationales, par exemple l'UNESCO, qui est très impliqué dans ce milieu. Certaines années, on fait intervenir l'AFD, qui est un financeur important de tout ce secteur, donc l'Agence française de développement. Voilà, donc ça fait un volume d'heures assez important à caractère, disons, professionnel ou professionnalisant, en tout cas d'intervention de la part de professionnels. Ce qui permet aux étudiants d'avoir des présentations assez variées et puis de comprendre en fait la diversité des acteurs qui structurent ce secteur-là. Euh, et en fait, derrière la vague idée d'éducation ou d'insertion par le sport, très vite dans la formation, ils se rendent compte qu'il y a des types d'acteurs qui sont différents d'un point de vue organisationnel, des ONG, des associations, des collectivités territoriales, etc., mais aussi des types d'acteurs différents du point de vue de la démarche, des choix idéologiques, des choix politiques, éducatifs, comment utiliser le sport, etc. Donc, euh, au fil de la formation, en fait, les étudiants, grâce à ces interventions professionnelles qui dialoguent avec les interventions plutôt universitaires, ils sont beaucoup plus fins dans leur compréhension du secteur et de la diversité des usages du sport et des options qui sont possibles.
Et ensuite, ils se forgent leur propre sensibilité, leur propre conviction une fois qu'ils sortent du master. Le troisième volet, c'est la dimension pratique de la formation. Il y a évidemment des stages et puis il y a aussi des projets. Pour les stages, en Master 1, ils ont lieu au second semestre, sur la seconde partie du second semestre, de manière massée. Ce sont des stages d'au moins 6 semaines, mais qui peuvent faire beaucoup plus. Généralement, les étudiants vont au-delà de 6 semaines, et puis certains vont parfois jusqu'à 3 mois, voire plus. Euh, voilà pour le Master 1. Et en Master 2, le stage a lieu sur le second semestre entier et de manière massée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cours au second semestre en Master 2, ce qui permet en fait, de faire de ce stage une étape intermédiaire avant une insertion professionnelle la plupart du temps. Donc voilà, cette temporalité, peut-être pour préciser, elle est aussi associée à une temporalité de cours à raison de 3 jours par semaine. En Master 1, les cours ont lieu du lundi au mercredi. Florent, je te fais naviguer un peu dans le désordre de ton diapo, mais Je j'espère que m'adapte. c'est clair quand même. Les cours en Master 1 ont lieu du lundi au mercredi. Et en Master 2, ils ont lieu du mercredi au vendredi. Pourquoi est-ce qu'on est organisé comme ça? Ça me permet de parler des projets, donc sur ce troisième volet pratique, en plus des stages. Les 2 jours, notamment en Master 1, jeudi et vendredi, permettent aux étudiants de travailler sur leurs projets. Les projets, ce sont de vrais projets, avec de vrais partenaires, avec de vrais publics, avec de vrais enjeux, etc. Ce ne sont pas des projets fictifs, ce ne sont pas juste des projets d'étudiants. Là, cette année, on en avait 5. Alors ça, c'était ceux de l'année dernière, mais certains changent d'année en année, puis certains restent. Je vais vous expliquer pourquoi. En gros, le fonctionnement des projets consiste à regrouper des étudiants dans des groupes plus ou moins nombreux. Il y a certains projets qui requièrent des petits groupes de 2 à 3, et puis d'autres projets sur lesquels vous êtes plutôt entre 8 et 10. Mais l'idée à chaque fois est de donner une mission aux étudiants en partenariat avec des acteurs qui sont venus nous solliciter. Les étudiants réunis en groupe ont l'année pour mettre en œuvre voilà, et répondre à la mission qui leur a été donnée. Je donne comme ça quelques exemples très concrets, ceux que vous voyez affichés là sur le diapo. Donc le premier qui s'appelle Aquarius. C'est un projet qui existe depuis 4 ans maintenant, qui se fait en partenariat avec une structure sociale à Rennes qui s'appelle Coalia et qui accueille des mineurs non accompagnés, c'est-à-dire des migrants mineurs qui, pour la plupart, ont traversé la Méditerranée dans des conditions très douloureuses. Et le projet consiste à les accompagner sur ce rapport à l'eau qui, bien souvent, est traumatisé à cause des conditions de traversée de la Méditerranée. Et l'idée est donc de les accompagner sur comment dire, un programme pour travailler le rapport à l'eau, d'abord par les activités comment dire, de natation. Voilà, donc il y a un maître nageur, tout est organisé par les étudiants, hein, mais il y a un maître nageur qui intervient sur un cycle de natation qui est très adapté. Parfois, on est simplement sur le contact avec l'eau, parfois juste sur l'immersion, parfois un petit peu plus sur les techniques de natation. Mais l'idée est, en tout cas, d'essayer de les familiariser, de les faire progresser dans le rapport à l'eau psychologiquement, mais aussi sur la dimension technique. Il y a une deuxième phase du projet qui passe sur des activités nautiques, un peu plus ludiques, et puis en mer, où le rapport à l'eau se développe, continue de s'apaiser. Et puis, il y a une troisième phase qui consiste en un séjour qui se fait sur la Méditerranée. Donc, ils retournent en Méditerranée, en bord de mer, où donc pendant une semaine, ils ont un séjour composé d'activités nautiques, où là, on essaie de les accompagner vers un rapport ludique à l'eau et à travers le rapport à l'eau, un rapport aussi à eux-mêmes, à l'avenir, au territoire sur lequel ils ont plus nécessairement à se cacher, etc. Bref, c'est tout un concept en fait qui a été élaboré par des étudiants sur les premières années et qui continue d'exister, d'être affiné et d'être mis en œuvre avec le partenaire qui s'appelle Coalia. Donc les étudiants ont tout à faire, hein. Ils conçoivent le programme, même si le concept est déjà assez précisément défini.
Ils organisent la logistique, ils trouvent un budget, ils communiquent, ils organisent les comités de pilotage pour la mise en œuvre du projet de A à Z. Bref, ils sont en situation professionnelle avec un vrai budget, un vrai public et des vrais partenaires. Je vais peut-être pas détailler autant les autres projets, mais ils sont peut-être un petit peu moins amples parce ils portent sur des enjeux un peu plus spécifiques. Là, par exemple, depuis 2 ans, on a un petit groupe d'étudiants qui, chaque année, enfin, depuis 2 ans, et on espère que ça va se poursuivre plusieurs années. Là, on a été sollicité par l'UFOLEP, donc, qui est une fédération sportive affinitaire, et en particulier par le comité régional de Bretagne, de l'UFOLEP, qui développe un dispositif d'insertion professionnelle par le sport des jeunes décrochés scolairement et professionnellement. C'est un dispositif qui s'appelle UFOPEPS et pour lequel ils nous ont sollicité pour l'évaluer, essayer de comprendre quels sont les effets sur les participants, leur trajectoire professionnelle et sur certaines compétences psychosociales, etc. Donc, l'année dernière, des étudiants ont conçu une méthode pour évaluer les effets. Ils l'ont mis en œuvre, ils ont recueilli des données. Cette année, à nouveau, les étudiants continuent de recueillir des données, d'affiner la méthode. Et chaque année, ça s'affine et ça se poursuit comme ça, ce qui permet aux étudiants de développer une compétence professionnelle très, très recherchée, qui est celle de l'évaluation des programmes socio-sportifs. Sachant que cette compétence-là et cette activité-là, elle fait l'objet d'un véritable marché. Il y a des cabinets de conseil, il y a des entrepreneurs indépendants, etc. Donc, dont les compétences sont d'ailleurs, je le dis très clairement, parfois un peu discutables, ce qui fait que quand nous, on forme les étudiants là-dessus, ils sortent avec une compétence qui est très, très valorisable dans un secteur qui est très en demande de cette compétence, quoi. Voilà, alors il y a d'autres projets là Ouais, on va. cette année. Ouais, non, c'est peut-être un Ouais, peu ouais, long, ouais. mais je donne un Non, mais aperçu en justement, tout cas. peut-être Corentin, ou je sais pas si Angélique, peut-être par rapport à tous ces projets, en fait, que les étudiantes et les étudiants puissent bien comprendre concrètement ce que les matières, en fait, que vous faites. Est-ce que Corentin, tu veux peut-être un peu nous dire déjà aussi l'organisation à 2 jours, 3 jours, comment tu la vis, comment tu vis un petit peu les projets et les matières que vous faites pour en arriver justement à aboutir à des projets comme ça et travailler avec des structures dont parlait François justement tout à l'heure. Bah, je peux expliquer après, je sais pas si elle est là, Angélique, Bah, mais elle était en train de manger en fait. pour tout ce qui est... Ok. Du coup, bah, moi, j'étais sur le dispositif Aquarius l'année dernière. Donc, en fait, l'avantage, c'est que c'est porté par l'association du lié au master. Et du coup, bah, ça invite en fait à s'organiser, à aller rencontrer les partenaires. En fait, on est impliqué dans le projet. Et l'avantage de ce projet, c'est un projet qui prend beaucoup d'ampleur et qui parle beaucoup aussi au secteur. Donc, c'est une démarche qui est intéressante parce que l'usage de l'eau, en fait, auprès de personnes qui ont traversé la mer Méditerranée, forcément, est, euh, est, euh, enfin, est porteuse de traumatisme. Et c'est comment, derrière nous, en fait, dans la démarche de notre projet, on va pouvoir, par le biais des activités sportives, en fait, travailler sur ces traumas avec des éducateurs sportifs et comment on va encadrer. Donc, en fait, on apprend, en fait, finalement, on a quelqu'un qui est spécialisé dans la gestion de projet et on apprend, par le biais de cette personne, à comment on s'organise en interne. Donc, sous une forme finalement de démocratie, parce que chacun se met dans des pôles, a des missions en fait qui sont attribuées comme finalement dans une vraie comme si on travaillait quoi. Enfin, je veux dire, on a chacun une fiche de poste et on doit mener des actions en fait pour mener à bien ce projet en commun en fait. Alors, il y a des fois où c'est un peu plus compliqué. Il y a une année où c'était très dur et finalement en fait le fait que ça soit dur aussi, ça nous apprend que bah, un projet, ça vit et ça rencontre des difficultés et ça nous apprend aussi à comment on met en place des actions pour y pallier. Et comment, en tant que groupe, on vit ça aussi ensemble. Donc, en fait, on apprend finalement aussi le travail d'équipe et c'est ce qui nous est demandé. Enfin, je veux dire, quand on sort du master, on est confronté à des personnes qui pensent pas comme nous et qui n'ont pas forcément aussi la même formation. Et du coup, ça nous invite à réinvestir différemment. Donc, ces projets-là, ça peut être prenant forcément. C'est des projets qui sont prenants,
mais ça nous apprend beaucoup de choses et je pense que c'est professionnalisant d'un côté parce qu'on se fait un réseau. Donc, on se fait un réseau de professionnels qui, derrière, nous permettent d'envisager pourquoi pas des stages et pourquoi pas aussi de savoir si c'est fait pour nous ou pas, quoi. Et du coup, l'organisation à 2 jours, 3 jours est faite pour ça aussi, hein, du coup. C'est ce que on disait tout à l'heure. Oui, Vous oui, arrivez non, à mais vous c'est pas. organiser. En fait, finalement, ce qu'il y a, c'est que surtout, on s'organise, on a des jours, effectivement, où on a des jours de cours et en fait, le projet, on doit le mener sur l'année. Donc, c'est à nous, Mm. en fait, de gérer notre temps. Donc forcément, il y a 2 jours qui sont laissés. Il y a des moments où on travaille plus parce que bah voilà, il y a des échéances liées à la recherche de financement. Il y a des échéances liées à la mise en place du coup des actions, au contact avec les partenaires. Et des moments où forcément bah on a un peu moins à travailler sur le projet. Mais c'est comme en fait c'est nous qui gérons notre temps. Enfin, je veux dire, on a 2 jours effectivement qui sont accordés, mais c'est à nous de mettre en place les choses, c'est tout. Mm. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un master donc assez professionnalisant, puisque donc, vous avez parlé de projets tutorés, de périodes de stage. On parlait de l'adossement au laboratoire de recherche du VIPS. Est-ce que peut-être rappeler justement le volet un peu scientifique et puis l'exigence universitaire qui est demandée en master, avec, j'imagine, un mémoire comme les autres masters? Oui, alors sur la dimension scientifique, clairement, la coloration disciplinaire du master est plutôt du côté des sciences sociales et on y trouve principalement de la sociologie, de l'histoire et puis peut-être dans une proportion un peu moindre, mais malgré tout significative, de la psychologie sociale. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a une coloration scientifique qui est très claire. Ensuite, sur le niveau d'exigence, oui, il est aussi relativement, enfin, élevé. Je ne dirais pas élevé, mais euh, les enseignants-chercheurs ne se limitent pas dans la dimension scientifique, quoi. C'est-à-dire que c'est précisément parce que le master propose cette formation scientifique, ou en tout cas fondée scientifiquement, que les étudiants sortent avec une plus-value par rapport à d'autres formations en France. Et le secteur est très très en attente de cette compétence scientifique et des connaissances scientifiques. En fait, c'est un secteur dans lequel on trouve essentiellement des éducateurs sportifs qui n'ont pas toujours connaissance non seulement des institutions, du travail social, de la santé scolaire, etc., mais qui ont rarement en fait des compétences et des connaissances scientifiques relatives aux différents publics, aux usages du sport, qui sont rarement en capacité de mettre à distance aussi les différents usages du sport possibles pour faire les bons choix. Donc c'est pour ça que voilà, la dimension scientifique, elle est effectivement très présente, à la fois en termes de connaissances, mais aussi de compétences, c'est-à-dire de mobilisation des outils de la recherche, éventuellement pour de l'évaluation, mais aussi pour, j'allais dire, le mémoire. Et par ailleurs, dans la dimension professionnalisante, le master, pardon, forme aussi de futurs doctorants. Au laboratoire VIPS, il y a chaque année entre 15 et 20 doctorants, hein, dont une bonne partie vient du master disque, quoi. Sur le mémoire, il y a un mémoire complet à faire en master 2. En master 1, notre stratégie est un peu intermédiaire. On l'a revu là cette année, ça fonctionne plutôt bien. Ce qui est demandé aux étudiants donc, du Master 1, c'est simplement de construire l'architecture du mémoire à partir d'une thématique, d'un sujet inscrit dans une discipline. Donc souvent, c'est soit la sociologie, l'histoire, la psycho, mais il peut y avoir des petites variantes. Et on demande simplement aux étudiants ouais, de concevoir l'architecture, c'est-à-dire quelle sera la problématique de leur mémoire en M2, quelle sera la méthode qu'ils entendent utiliser, dans quel champ disciplinaire et cadre théorique ils vont inscrire cette question. Donc, ils ont finalement toute l'année, en étant accompagnés par un enseignant-chercheur, pour construire les fondements, l'architecture du mémoire. Donc, c'est un petit travail, mais qui permet de rentrer en M2
sans prendre plusieurs semaines et parfois plusieurs mois pour réfléchir au sujet, à la méthode, à la discipline. Ça, c'est un constat qu'on avait fait quelques années et dans beaucoup de masters, c'est le cas. On se rend compte que, bon, en fait, les étudiants de M2 sont un peu incertains sur le sujet et de leur mémoire et leurs problématiques, parfois jusqu'au mois de novembre et voire décembre. Et puis finalement, le mémoire est fait un peu de manière bâclée sur le second semestre alors qu'ils sont en stage. Donc là, l'idée, c'est vraiment de permettre aux étudiants d'engager le mémoire au tout début du Master 2 en ayant déjà fait le travail de préparation préalable, c'est-à-dire ils ont le sujet, ils ont la discipline, ils ont globalement le dispositif méthodologique pour recueillir des données et ils gagnent comme ça un mois, 2 mois, 3 mois selon les cas. Donc voilà, en M1, c'est pas tout à fait un mémoire, c'est simplement la définition, disons, de l'architecture du mémoire pour préparer le mémoire de M2 qui, lui, doit être complet. Et du coup, par rapport aux mémoires, et par rapport là, n'hésitez pas si vous commencez à avoir des questions à les inscrire ou à prendre le micro. Je vais juste en devancer une. Euh, est-ce que, alors non, c'est le cas, c'est pas le calendrier de cette année là, donc, mais est-ce que justement le fait d'avoir un mémoire, il faut l'avoir un petit peu avant qu'on arrive ou euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'on fait pour si on veut rentrer dans ce master-là? Est-ce qu'il y a des prérequis particuliers en termes sur la commission Ouais, pédagogique? Et puis, Corentin, je ouais, te demanderai après si tu as des je réponds conseils. très vite parce que je pense qu'il y a des Ouais, questions, s'il y mais a des il n'y a questions. pas besoin d'avoir un sujet de mémoire déjà défini au moment de la candidature, hein. Pas du tout. Ça me permet peut-être rapidement de parler de ce à quoi on est attentif dans les candidatures. C'est plutôt le fait d'abord de percevoir, notamment dans la lettre de motivation, qu'on a affaire à un candidat ou une candidate qui, entre guillemets, pour aller vite, sait où il met les pieds. C'est-à-dire le, le- où il y a quand même une connaissance globale de ce sur quoi porte le master, c'est-à-dire en gros les usages du sport à vocation sociale et éducative. Donc, il y a clairement des courriers dans lesquels on voit bien que, il n'y a pas une connaissance ni même globale de la thématique du master. Donc ça, on identifie les candidatures un peu hasardeuses qu'on met de côté et puis celles qui sont un peu plus renseignées. Et donc, il faut mettre ça en évidence dans la lettre de candidature. Et si vous pouvez encore plus précisément mettre en évidence, si ce n'est des projets professionnels ou des projets de recherche sur des mémoires, au moins des idées. Ça montre qu'il y a déjà eu une petite anticipation, une réflexion, même si c'est tout à fait provisoire, pas complètement abouti. Ça montre que non seulement la thématique du master est bien identifiée, mais qu'il y a déjà eu une petite projection. Donc ça, c'est important pour nous parce qu'au-delà du niveau académique, ce qu'on souhaite, c'est avoir des étudiants qui sont concernés, intéressés en fait par l'objet du master. Et ensuite, évidemment, on est un peu attentif aussi au dossier académique en lui-même, notamment aux résultats en sciences et notamment dans les sciences humaines et sociales, pour s'assurer non pas qu'il y ait déjà une grosse culture scientifique, mais surtout des compétences, disons, rédactionnelles, par exemple, minimales. Bon, on sait qu'elles sont plus facilement évaluées dans ces disciplines-là. Donc, l'un des prérequis, c'est de savoir écrire correctement en français, de ne pas faire trop de fautes euh, et de ne pas être rebuté par cette activité d'écriture. Ce qui ne veut pas dire que dans les évaluations, on peut en parler très rapidement, il y a uniquement des écrits. C'est loin d'être le cas en fait. Il y a un ou deux écrits importants par semestre, mais il y a énormément d'évaluations Bon. continues à l'oral, sous forme des projets collectifs, etc. Donc c'est très très varié sur les formats d'évaluation. Et finalement, l'écrit représente une petite part en volume, même si sur ces deux évaluations écrites, deux ou trois dans l'année, donc vous voyez, c'est très peu, on accorde une importance assez centrale. Donc voilà. Les prérequis, c'est un minimum de culture scientifique en sciences humaines et sociales, des capacités rédactionnelles qui sont pareilles, minimales, savoir écrire en français sans faire trop de fautes. Euh, voilà. On, on revient sur le stage. On a une petite question. Corentin a répondu, c'est pas obligé de faire le même en M1 et M2. Non, Il y en a qui le non, non. font. Corentin, est-ce que toi, tu veux nous dire où tu étais en M1 justement? Est-ce qu'il y a d'autres?
Moi, j'étais en M1 à l'UNICEF parce qu'ils développent toute une stratégie liée au sport, en fait. Donc, l'idée, c'était comment, par le biais enfin, comment, en fait, l'UNICEF peut se saisir du sport. Il y a beaucoup d'organismes qui commencent à s'en saisir maintenant, donc c'est pour ça que c'est demandé. Et le deuxième stage, moi, je le fais à Blaise Insertion Sport, alors qui est, du coup, bah, sur le coup, je pense, un des acteurs historiques du sport à Rennes. Et je voulais rebondir sur un sujet parce que qui avait été abordé, mais rapidement, sur l'intérêt du master, notamment après, dans le cadre de la formation. Nous, en fait, enfin, quand on est éducateur sportif, forcément, notre métier, c'est de faire du sport. C'est pas forcément de faire du socio-sport de départ. Et en fait, le fait d'avoir cette formation-là, Ah, ça fait un nous, elle nous permet de lever en fait des blocages. Allô? Ouais? Oui, c'est bon, ça. Ouais. Je disais, ouais, ça va. Le master nous permet de lever des blocages sur comment on va pouvoir, par le biais des vulnérabilités, notamment dans le cadre de l'insertion professionnelle ici, euh, par le sport, comment on va pouvoir lever des freins, que ce soit institutionnel, que ce soit au niveau des publics, que ce soit au niveau des élus. Et le fait de connaître en fait tout un ensemble d'écosystèmes, ça nous permet en fait de trouver, on va dire, les chemins à construire. Donc c'est ça que je voulais mettre en avant. Et du coup, voilà. Donc je suis en M2. Après, moi, j'ai des collègues qui sont actuellement à Tibu Africa, ils sont au Maroc. Enfin, je veux dire qu'ils sont en stage. Je crois que j'en ai un qui est à Bordeaux, qui a fait du coup un stage dans pareil, dans une structure sportive, qui doit être spécialisée en football. Enfin, je veux dire, on a plein d'endroits en fait où on peut faire des stages avec le master. Faut juste, puis il y en a une qui est partie à Madagascar l'année dernière. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de limite, quoi. Mm. Je vous ai mis dans le slide là, justement des parcours d'anciens ou d'anciennes. C'est aussi l'idée de là où ils font des fois leur stage. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le contenu, les débouchés ou autres? N'hésitez pas. Donc, vous pouvez suivre, hein, justement, on parlait de structure de stage, des parcours d'anciens ou d'anciennes. C'est un master qui est sur les réseaux sociaux aussi, alors plus ou moins actif en fonction des promos, mais du coup, c'est tenu par les étudiantes ou étudiants, et du coup, voilà, n'hésitez pas aussi à suivre un peu ce qu'ils font, quoi. Des questions en particulier par rapport, moi, je sais pas si ça vous a éclairé ou pas. Euh, je pense que c'était plutôt complet quand même. On a fait un peu le tour. Je vous ai parmi les périodes, hein, vous connaissez, vous allez sur mon master, hein, vous avez toutes les trucs. Et peut-être préciser quand même, François, parcours pour les recherches pour mon master, là. Expliquer un petit peu le fait, quel master chercher sur mon master, avec Oui, la mention. ouais, c'est vrai qu'il y a une nouveauté. On parle là depuis le début du master DISC sans avoir précisé l'acronyme. Donc, c'est Ouais. développement, intégration, sport, culture. Cet acronyme va changer pour une raison qui est positive, hein. Jusqu'ici, et j'ai d'ailleurs insisté là-dessus, c'est le seul master en France, voire en Europe, qui existe sur ces questions-là. Et comme le secteur se développe assez intensément, euh, les STAPS en France, notamment une instance qui s'appelle la C3D, qui est en fait la réunion des directeurs des UFR STAPS en France, a décidé de, notamment en s'appuyant sur le modèle du Master Disc, de fonder une nouvelle mention de Master STAPS, ce qui va permettre à d'autres UFR STAPS en France d'ouvrir un master de ce type. Donc, alors, le nom ne sera pas le disque, ce sera le Master SPES, sport, politique, éducation et société. Donc on retombe un peu sur les questions de société, d'éducation, d'intégration, d'inclusion, de socio-sport, de développement par le sport, etc. Donc c'est clairement les mêmes enjeux, c'est la même thématique, ça n'aura aucun effet, ce changement institutionnel, sur le contenu et le fonctionnement du master.
Si ce n'est, et ça c'est positif, que euh, comme ça fait l'objet d'une mention de Master Staps, il y aura ce qu'on appelle une fiche RNCP, c'est-à-dire le master sera enfin, répertorié au, dans le répertoire national des compétences professionnelles. Voilà, RNCP, ça veut dire ça. Et donc, il se peut qu'à la sortie du master, des employeurs vous demandent la fiche RNCP de votre formation. C'était pas le cas, c'était pas possible jusqu'ici parce que le master était unique et donc il n'avait pas fait l'objet d'un tel recensement. Comme ce sera désormais une mention de master, il y aura une fiche RNCP que vous pourrez faire valoir auprès de potentiels employeurs à la sortie du master. Donc ça change voilà, quelque chose, ça apporte un petit plus, et puis ça apporte, faut le dire aussi, encore un peu plus de visibilité, de crédibilité, puisque le master rennais devient un peu le modèle à partir duquel s'est construite toute une mention qui va se développer ailleurs dans d'autres UFR STAPS en France. Je vois des questions là. Les Oui, alors admissions j'ai sont pas uniquement sur les deux compris. modules. Ouais, donc ce sont des dossiers. Effectivement, il n'y a pas d'entretien. Euh, Poursuite d'études après le master. J'ai pas Y bien a-t-il compris quelle était la question, ouais. C'est une poursuite d'études. Oui, si, je vois, je vois. En fait, la question, c'est de savoir est-ce qu'on peut derrière, en fait, faire une thèse de sociologie du sport sans avoir fait de licence Ouais, sociologie. c'est ça, C'est bien précisément. ça, la question? Ouais, Oui, ouais, tout merci à pour fait. Mais c'est le préciser. cas de la plupart c'est le cas de la plupart des étudiants de ce master qui continuent en doctorat. On en a chaque année quelques-uns. Alors souvent, ça requiert non seulement un intérêt pour la recherche, éventuellement en sociologie, mais ça peut être aussi en histoire, en psycho, et puis bah, des résultats à minima corrects, voire un peu mieux, hein. Et puis ça requiert aussi de trouver, enfin de vouloir travailler sur un sujet ou de s'accorder sur un sujet de recherche qui intéresse un enseignant-chercheur ou une enseignante-chercheuse du laboratoire pour qu'il ou elle accepte d'être le directeur ou la directrice de la thèse. Mais c'est tout à fait possible et c'est aussi pour ça que, il y a une dimension, disons, scientifique assez importante. Normalement, quelqu'un qui est un étudiant ou une étudiante qui est investi en cours, qui est à l'écoute, euh, est formé en sociologie à l'issue du master. Et bien sûr, quand on fait une thèse, on continue de se former, on continue de lire et de développer un peu sa culture scientifique. Mais en principe, à la fin du master, on peut considérer que les étudiants ont des notions de sociologie assez robustes, en fait. Donc, il n'y a pas du tout besoin d'avoir fait une licence de socio en amont pour envisager une thèse en sociologie du sport à la sortie du master. Bien, bah, j'espère qu'on a répondu à toutes les questions. Vous avez les coordonnées et puis n'hésitez pas à contacter aussi si vous contactez enfin, vous avez besoin d'échanger un peu plus avec les étudiantes ou les étudiants, vous pouvez les contacter sur leur réseau aussi. Bah, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on avait dit 15, donc on a essayé de respecter le timing en disant tout. Merci beaucoup Corentin, merci beaucoup François. Ah, bah, Et, merci à toi et merci effectivement, Corentin, d'avoir témoigné utilement. et puis bah, on vous souhaite Merci. bon courage dans votre orientation et pour vos candidatures de master. Et puis bah, à bientôt peut-être. Voilà. Merci Merci. beaucoup à Bonne tous. journée. Au revoir. Au revoir.